The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Une annonce solennelle sur la chaîne publique nationale, la BBC, reprise par les médias du monde entier. La reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans dans sa résidence d'été préférée, le château de Balmoral en Écosse. S'en sont suivis 10 jours de deuil national qui se sont terminés par des funérailles retransmises sur les télés du monde entier, il y a de ça 15 jours à peine. Alors non, French Expat n'est pas devenu pro-monarchie du jour au lendemain, ni un magazine People, mais nous avons décidé aujourd'hui d'explorer ce lien si spécial qu'entretient le peuple britannique avec la couronne d'Angleterre, mais aussi la quasi-adoration de certains de ses ressortissants pour la reine Elisabeth II. Ce lien, d'où vient-il ? À quoi ressemble-t-il ? Et est-ce qu'il peut se cultiver chez des immigrés installés en Angleterre ? Comment va-t-il évoluer ? Aujourd'hui, je m'entretiens avec Leila Lenmauer, la rédactrice en chef de French Morning à Londres. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Cette semaine marquait la fin du processus funéraire de la reine Elisabeth II, une fin de règne qui a été marquée par les obsèques royales retransmises devant pas moins de plusieurs milliards de téléspectateurs dans le monde quand même. Lundi dernier, il y a quelques jours au moment où on enregistre cet épisode, jour de la procession dans Londres et de la cérémonie, fut déclaré jour férié au Royaume-Uni. Est-ce que tu pourrais commencer par me parler justement de cet attachement des Britanniques à la couronne et à la reine d'Angleterre ? C'est vrai qu'ici, c'est assez impressionnant, notamment d'un point de vue de française, parce qu'on a notre histoire aussi liée à la Révolution et à la fin de la monarchie. Bon, après, quand on arrive ici, on sait très bien voilà, il y a tout ce symbole de la royauté, de la famille royale. Alors oui, effectivement, les Britanniques sont très attachés à la famille royale, mais je pense qu'ils étaient beaucoup plus attachée à Elisabeth II qu'à la famille royale elle-même, parce que je pense que, bon, comme tout le monde l'a dit, elle était là depuis 70 ans. On a vu la célébration de son jubilé en juin dernier, où c'était assez impressionnant, les foules qui étaient là juste pour la saluer, etc. Après, j'avoue qu'aussi, le jour de ses funérailles, il y avait aussi beaucoup de touristes, parce qu'il y avait des Britanniques, mais il y avait aussi beaucoup de touristes dans la foule, qui ont aussi eu cet attachement à la reine, encore une fois, plus qu'à la famille royale, comme il y a eu un attachement à Lady Diana, plus qu'à la famille royale pendant un moment. It's heartbreaking, absolutely heartbreaking. What did she mean to you? The Queen means everything to me like my mum means to me. She was a fantastic lady. She'll always be a fantastic lady. She'll always be a part of my life forever. And I'll never forget her. Et c'est vrai qu'ici, c'est leur quotidien d'avoir une famille royale. Parce que nous, on s'en rend pas compte parce qu'on a un président qui change tous les 5 ans. On a un mode d'élection qui est complètement différent. Ici, c'est une monarchie parlementaire, etc. Après, je voudrais quand même apporter un bémol parce que tous les Britanniques ne sont pas attachés à la monarchie. Il y a des voix qui se sont élevées pendant ces 10 derniers jours en dénonçant en fait, le fait que on payait beaucoup, parce que moi je suis une contribuable aussi aujourd'hui, britannique. Et donc du coup, il y a aussi cette parole-là qui s'est libérée à la mort de cette reine qui symbolisait beaucoup. Et donc, évidemment, oui, majoritairement, il y a eu... c'est vrai qu'il y avait une atmosphère assez bizarre lundi matin, j'avoue. C'était vraiment... parce que j'en ai vécu des jours fériés ici, et c'est vrai qu'il y avait une atmosphère assez lourde, et je pense qu'il est dû aussi au respect qui a été et qui est encore formulé envers cette femme qui a régné pendant 70 ans. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi... On l'a vu seulement... l'émotion des Britanniques d'un côté, mais il y a aussi la colère de certains de dire oui, on en a marre de cette monarchie qui nous coûte très cher chaque année. Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy
and help ease the cost of living for families? Alors j'avoue que moi c'était une question que je m'étais jamais vraiment posée alors que ça fait presque 6 ans que je vis ici. Sur à quelle hauteur je contribue au bien-être de la famille royale. Je crois qu'il y a ça fait partie de nos impôts au quotidien. Après, je suis pas une experte donc de la fiscalité, mais je sais qu'il y a un coût. Alors, il paraît qu'il n'est pas si élevé que ça annuellement, mais quand même, ils ont pas mal d'entreprises, notamment le prince Charles, qui est devenu roi depuis, qui avait des business. Ils ont quand même. Je crois qu'en fait, les contribuables britanniques et en tout cas tous les résidents britanniques payent à une certaine hauteur le fonctionnement, notamment de Windsor, de Clarence House, de Buckingham Palace. Et moi, ça fait pas très longtemps que je suis ici, donc je peux comprendre que des gens qui soient nés ici et qui payent ça depuis leur naissance et que un pound, c'est un pound aujourd'hui et que un pound, ce n'est pas négligeable dans le portefeuille d'une personne. $117 million of taxpayer money works out at about $1.73 or £1.50 per UK citizen. King Charles seemingly wants it to be even less than that. C'est ça, dans un contexte d'inflation tel que ça progresse actuellement, j'imagine que ça peut générer de très grosses frustrations. Toi-même, donc après 5 ans sur place, le jour où on a appris la disparition de la reine, tu m'as semblé très émue. Est-ce que c'est un de ces moments historiques dont tu te souviendras exactement, je sais pas, de ce que tu faisais au moment où tu as appris son décès? Et plus généralement, quel rapport est-ce que tu entretiens, toi, en tant qu'immigrante, en fait, à Londres, avec la couronne, avec la reine d'Angleterre? Comme tu le disais, c'est pas la même chose. Alors moi, je vais raconter une petite histoire qui est drôle. C'est depuis que je suis adolescente que je rêve de vivre à Londres, particulièrement. Parce que, alors moi je suis de la génération des princes William et Harry. J'ai grandi avec eux. Ma mère est née le même jour et la même année que leur mère. Donc peut-être que c'est un lien particulier. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu fantasmé autour de cette famille royale, un peu comme tout le monde, je pense. Et notamment via les petits-enfants de la reine. Et donc du coup, je pense que cet attachement, il est né un peu comme ça... presque naturellement, au-delà du fait, moi, à 15 ans, on pense pas au lien historique que la Grande-Bretagne a entretenu avec la France, et les rois et les reines de France et les rois et les reines d'Angleterre. Mais oui, c'est plus ça, cette culture, parce que la monarchie, c'est aussi toute une culture, en fait, ici. Donc, évidemment, quand on décide d'immigrer au Royaume-Uni, on décide de s'intégrer dans la société et donc du coup d'intégrer le fait qu'on soit dans une monarchie parlementaire et on vit avec le quotidien de la famille royale. Donc l'émotion, elle est forcément là. Je n'ai pas encore la nationalité britannique, j'espère la demander et l'avoir aussi. Mais bien évidemment, on vit dans un pays qui est sous le coup de l'émotion, donc on est obligé. J'imagine bien. Alors le parallèle est peut-être incongru, etc. Mais j'imagine que les gens qui vivaient à Paris le jour des attentats du Bataclan, ils ont vécu l'émotion aussi des Parisiens et plus globalement des Français. On peut pas se détacher de ça en disant « Ah, moi, je suis juste ici depuis un certain temps, donc ça me regarde pas. » Non, je fais partie de la société britannique, donc forcément, il y a une émotion. Après, mon émotion a été beaucoup plus modérée parce que moi, j'ai pas grandi avec la reine. Je suis une Française, j'ai ma culture française, j'ai mon attachement à la République aussi. Donc, c'est plutôt la perte d'un être cher pour certains qui a fait qu'on a envie d'être dans l'émotion avec eux et on est pris de toute façon malgré nous dans cette émotion-là, etc. Quant au jour où j'ai appris le décès de la reine, donc l'avantage d'être journaliste, c'est que on a un peu les infos. Tout de suite. Moi, je me souviens que quand on a vu la BBC annoncer que toute la famille arrivait au chevet de la reine, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, mais comme j'imagine des millions d'autres personnes, c'est la fin. Donc déjà, on a tous été surpris de la longévité après la mort de son époux, donc 1 an et demi. On l'a vu pendant le jubilé, elle était pas en super grande forme. On l'a vu très amaigrie, on l'avait vu très amaigrie ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, on savait très bien qu'à 96 ans, c'était déjà un âge très, très important. Donc, voilà. Mais
j'avoue, et c'est peut-être très égoïste, mais je préfère le dire et être honnête, que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris le décès de la reine, et c'est peut-être en ça que j'ai été très triste, c'est que le jour où j'allais demander ou obtenir, en l'occurrence, ma citoyenneté britannique, je n'allais pas prêter allégeance à la reine, mais du coup, à un roi. Première chose, je suis une femme. J'aime le rappeler, mais c'est important. C'est important pour moi, c'était du coup important pour moi de prêter allégeance à une femme, qui sera certainement la dernière reine d'Angleterre pendant très longtemps, puisque la ligne de succession, ce sont pour l'instant que des hommes, sauf s'il arrive catastrophe et qu'on arrive à Charlotte, mais bon, c'est peu probable. Et donc du coup, j'avais un peu ce pincement au cœur en me disant « Ah, elle aurait tenu quelques mois encore, j'aurais été ravie ». Encore une fois, je le dis, c'est très égoïste. Et c'est en ça que je me suis un peu... Et c'est la première chose que j'ai dite à mes amis et à ma famille en disant... je suis un peu triste parce que j'aurais voulu poser à côté d'elle avec mon certificat à la main en disant que j'étais britannique sous le règne d'Élisabeth II. C'est un peu un mélange de j'habite ici, je me sens britannique, donc sans oublier que je suis française évidemment, mais donc je partage la tristesse d'un peuple, mais en même temps aussi ce côté de la perte aussi d'une monarque, qu'on verra pas pendant très très longtemps. Effectivement, lorsque nous prenons la nationalité d'un autre pays, bon nombre d'entre nous a besoin de s'identifier d'une certaine manière à ses leaders politiques. Je me souviens, personnellement, lorsque je suis devenue américaine, tout au début du mandat de Donald Trump, que lorsque nous avons dû prêter allégeance aux États-Unis, il nous a été bien précisé que nous prêtions allégeance au drapeau et non au président, car en fait, beaucoup de personnes dans la salle étaient très réticentes à l'idée de prêter allégeance à un président qu'ils n'avaient pas choisi. Non, mais je comprends, parce que c'est pas anodin de demander une nationalité. Attention, quand j'obtiendrai ma nationalité britannique, ça n'enlèvera en rien le fait que je suis une Française d'origine marocaine et très fière de l'être, en fait. D'avoir grandi dans une république avec une double culture, etc. Exactement. Pour moi, c'est une richesse supplémentaire qui s'ajoute dans ma vie. Et le jour où je rendrai mon dernier souffle comme Élisabeth II, je me dirais, j'ai eu cette chance d'avoir eu des parents qui venaient du Maroc, d'être née en France, d'avoir toute cette culture française, ce côté révolutionnaire et réfractaire français aussi, et en même temps d'avoir fait ce choix de vivre sous une monarchie parlementaire et de me sentir complètement appartenir à un endroit. Et on peut se sentir appartenir à un endroit sans forcément oublier ses origines. Je pense qu'on peut revendiquer les deux. Donc, et moi, j'ai été élevée dans ce sens-là. Emmanuel Macron disait cette semaine en se recueillant sur son cercueil que malgré le fait qu'il y a eu, qu'il y en ait toujours d'ailleurs plein de monarques dans le monde, lorsqu'on dit la reine, on savait systématiquement qu'on parlait de la reine d'Angleterre. Elle a traversé les âges, les époques. Est-ce que c'est pour ça en fait que le monde entier la salue ? Et je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu peux t'exprimer, mais comment est-ce qu'on explique le rayonnement de la monarchie britannique dans le monde, finalement, bien au-delà des frontières ? Il y a plein d'autres monarchies dont, honnêtement, je serais incapable de te dire le nom du roi ou de la reine. Alors, pour avoir vécu en Belgique, qui est aussi une monarchie parlementaire, plus complexe, certes. Bon, moi, quand j'étais arrivée, il y avait encore, je crois, si je ne me trompe pas, le roi Baudouin, et donc son fils a pris la place. Il me semble que c'est le roi Philippe. C'est pas la même chose, parce que, bon, deux choses. En tant que Français, il y a quand même cette histoire indéfectible, et je pense et ce lien indéfectible on n'a pas cessé de rappeler pendant ces derniers jours, suite à l'annonce de la mort de la reine. Tu veux dire par rapport à notre lien à la royauté, à la Révolution, etc., c'est ce que tu veux dire ? Déjà, avec notre histoire avec l'Angleterre. Ah, d'accord. Donc, déjà, c'est ce lien profond qu'il y a. Après, c'est vrai aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai noté, et je pense je ne suis pas la seule, encore une fois, je dis mais je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. C'est vrai qu'on a tous été surpris de cette vague d'émotions qui a pris les Français, en sachant que on a quand même coupé des têtes il y a 2 siècles parce qu'on en avait marre. Mais c'est pas parce qu'on en a marre de quelque chose qu'on peut pas aussi aimer ça chez les autres. Donc voilà. La reine, oui, elle a traversé les siècles. C'est aussi son histoire. Il y a le fait qu'elle est devenue reine très jeune suite au décès de son père. Je pense qu'il y a un personnage qui s'est forgé autour de ça. Elle
elle était là pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est sa longévité d'avoir vu tous ces dignitaires du monde défiler les uns après les autres, et elle les a enterrés, et notamment nos présidents, enfin certains d'entre eux en tout cas. Et donc je pense que après il y a ce rayonnement aussi au Commonwealth, mais parce qu'elle régnait quelque part de manière symbolique, mais quand même elle était là, donc ça représente quand même pas mal de pays. Il y a aussi ce fait qu'elle est rentrée aussi dans la pop culture, c'est quelque chose. Il y a eu aussi les drames autour de la famille royale dans les années 90, avec Charles, Diana, le prince William et le prince Harry, qui aussi ont contribué un peu à ce rayonnement. Je pense pas que le prince Philippe d'Espagne... quand il a pris la succession de son père, qui avait quand même quelques affaires qui le suivaient, mais c'est pas le même rayonnement. Quand on parle de l'Espagne, on parle pas du Royaume d'Espagne. Par contre, quand on parle de l'Angleterre, on dit le Royaume-Uni. Il y a le Royaume. C'est un mélange de tout. Je pense aussi, de personnalité, d'histoire, de drame. Je parle aussi people, etc. Et je pense que elle a contribué à ça, puis elle a beaucoup travaillé son image, puis il y a des séries comme The Crown qui contribuent aussi à son rayonnement international. On n'a jamais fait une série sur la famille d'Espagne, le royal d'Espagne. Par contre, The Crown, il y a tout ce côté romancé qui donne envie, c'est comme un soap opéra, une espèce de télé-réalité continue, et que ça va continuer aussi, on l'a très bien vu avec le traitement de Meghan, Harry, il n'a pas porté son costume militaire... Et je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis, c'était un peu, comme dit tout le monde, c'est un peu la mamie de tout le monde. Donc, il y a un peu peut-être cet imaginaire-là qui contribue. La monarchie, on pourrait peut-être aussi dire que c'est un petit peu vieillot. Quel rapport est-ce que les plus jeunes générations, du coup, entretiennent avec elle ou avec la reine ? Enfin, tu vois, comme tu disais... il y a eu un peu de camps, les gens aussi qui étaient tout ça c'est sympa mais ça nous coûte quand même une fortune, mais en même temps tu parles de cette mamie, de cette personne finalement qui a traversé les générations, que beaucoup de Britanniques et même de personnes dans le monde en fait on a connu que elle finalement comme tête couronnée britannique. Comment est-ce que les plus jeunes peut-être s'identifient à tout ça ? C'est un peu une société qui est un peu divisée. Il y a peut-être aussi son éducation, sa culture qui va peut-être pousser à être un peu plus conservateur, et donc être un peu dans cet élément-là de continuer à glorifier un peu cette famille royale. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'avenir, et pour qui c'est beaucoup plus important de savoir ce qui va se passer après que de savoir que il y a une monarchie, etc. Les jeunes aujourd'hui, moi j'en fais plus partie de cette génération-là, mais je me sens jeune quand même, mais qui est concernée par les droits des femmes, les droits LGBT, l'écologie, quel type de planète on va laisser, quel type de société on va laisser. Donc, qui sont pas forcément anti-royalistes, mais qui sont pas monarchistes non plus, et qui se disent pour moi ça ne change pas le cours de ma vie. Donc ce rapport-là, je reste persuadée que, après moi je connais pas la société britannique, parce que je ne me prétendrai pas dire les Britanniques, parce que déjà c'est des individus, c'est 66 millions d'individus, et puis la jeunesse. Il y a ces gens-là qui sont des adorateurs de la famille royale pour X ou Y raison. Et encore une fois, je le rappelle, peut-être que le prince William, Kate, la princesse de Galles, du coup maintenant, le prince Harry, tout ça, ça continue à entretenir un peu cette image et cette envie de conserver un peu cette famille royale. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui se disent, moi, que cette famille royale soit là ou pas, ça ne change pas mon quotidien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on résolve mes problèmes. Et il y en avait plein qui en avaient rien à faire. Et je veux dire, lundi, il faut pas croire que tout le monde était amassé à regarder la procession, soit devant la télévision, soit dans les rues, en tout cas à Londres ou dans le reste du Royaume-Uni. Il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre leur vie et qui se posaient pas la question. Pourtant, c'est l'impression que ça donnait sur les médias, que tous les Britanniques étaient dans la rue ou devant leur télé, enfin en tout cas qu'il y avait un espèce de moment de communion en fait par rapport à tout ça. Qu'il y ait une certaine communion parce que oui, c'est un pan de l'histoire qui s'effondre avec la disparition. Mais moi, pour avoir parcouru les rues de Londres lundi, oui, il y avait au réveil cette espèce
d'atmosphère un peu pesante parce que les rues étaient vides, parce que vraiment beaucoup de commerces aussi étaient fermés. Parce que normalement, dans les jours fériés, les commerces restent quand même ouverts, en fait. En tout cas, à Londres. Je parle de Londres. Mais là, vraiment, tout était fermé. Donc, il y avait un peu cette image symbolique de voir un peu comme dans Vanilla Sky. Je sais pas si les gens se rendent compte d'un New York vide. Bah, là, c'était un peu un Londres vide. Mais sincèrement, entre le temps où, vers 10h, 11h, au moment du début de la retransmission des funérailles, il y a des gens qui vivaient leur vie, qui étaient dehors, qui faisaient tout autre chose. Voilà, ils se sentaient pas concernés parce que ils avaient peut-être pas de temps à perdre. Comme tout le monde n'a pas fait la queue pour aller voir le cercueil. Je veux dire, moi aussi j'ai ressenti même en étant ici, en voyant que dans le quotidien, les pubs étaient remplis le soir, que les gens continuaient à sortir. Moi, je suis sortie samedi soir. Il y avait des gens qui rigolaient, qui s'amusaient. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut se rendre compte qu'on avait l'impression d'avoir en tout cas, je parle de Londres, d'un espèce d'avoir une capitale sous cloche comme ça, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. The British Empire was part of the greatest colonial experiment the world has ever known. And you think about what colonialism actually involves, Jim, it is ugly business, okay? Yeah. The business of subjugating people by force is a brutal one. I think that when it comes to Queen Elizabeth specifically, there is an understanding and there is an awareness that she ascended to the throne in 1952. And so she was much more involved and sort of, she oversaw much more the sort of breakdown of the British Empire and not the building of it. And I think that's a really important point to sort of take into consideration. If there is this sort of lingering sense of resentment by some people of colour, because obviously I can't generalise with 2 million people that live in the UK, 2 million black people that live in the UK. If there is some resentment, I think that it is towards the monarchy, not necessarily the Queen, and there is a distinction, the monarchy versus the Queen. Important. Il y a aussi des voix qui se sont élevées. Tu parlais du coup de la monarchie. Je pense aussi en fait au colonialisme. Est-ce que c'est accepté finalement, tu vois, de remettre un peu tout ça en question en pleine semaine de deuil national? On est quand même très proper. Effectivement, il y a des voix qui se sont élevées, notamment par rapport au coût de la vie. Alors, pour juste revenir là-dessus, il y a quand même quelqu'un qui a interpellé le nouveau roi quand il a fait sa visite au Pays de Galles en disant pendant que nous, on s'inquiète sur le fait de savoir comment on va chauffer nos habitations cet hiver, on paye 100 millions de pounds pour ce défilé, en fait. Donc, pour dire qu'il y a cette inquiétude-là qui est là aussi. Concernant les anti-royalistes et les anti-monarchistes, ou je sais pas, en tout cas ceux qui ne veulent plus de cette monarchie, il y en a beaucoup qui, alors c'est pas non plus des centaines de milliers, mais il y en a beaucoup qui ont manifesté leur désaccord en disant on veut abolir cette monarchie, ça ne sert à rien, ce sont des gens qui n'ont rien fait de leur vie et qui qu'on propulse comme ça, et à qui tout leur est dû, etc. Ces gens-là se sont fait arrêter pendant des moments de recueillement, oui, on a vu des arrestations, des gens qui se faisaient suivre dans la rue parce qu'ils avaient un papier dans les mains. Il y a des choses sur les réseaux sociaux qui ont été montrées, etc. Alors, est-ce que c'était le moment pour le dire ? Je crois qu'il n'y a jamais vraiment un moment pour le dire ou pas le dire. On ne peut pas priver, surtout dans un pays qui revendique être un pays ultra démocratique, malgré ce statut de monarchie, où on a un corner d'expression libre dans Hyde Park, auquel les Britanniques et en tout cas les Londoniens tiennent beaucoup, auquel ils tiennent beaucoup. Donc, je pense qu'on peut pas priver les gens de cette parole-là, de dénoncer que le fait d'être soulagé d'une certaine manière qu'un symbole du colonialisme s'éteigne avec Elisabeth II, parce que déjà on dit toujours qu'on veut être dans des pays libres et qu'on est prompt à juger d'autres pays où on n'est pas libre de parler. Donc, on devrait laisser ces gens-là parler, en fait, s'exprimer. Que ce soit un moment de deuil national ou pas, en fait. Parce que la parole, elle s'arrête pas. On n'a pas à se mettre un scotch sur la bouche parce que la reine d'Angleterre est morte. Mais je pense que c'est des débats qui vont arriver parce que le fait que Elisabeth II soit du coup décédée, que son
fils, du coup, qui est devenu roi. Et que je pense qu'il y a des choses qui vont arriver dans le débat sur doit-on glorifier Elisabeth II, doit-on glorifier la monarchie. Il y a déjà des États du Commonwealth qui préparent leur indépendance. Donc, je pense qu'aussi, cette peur-là, cette inquiétude-là de voir partir Elisabeth II, c'était aussi peut-être l'inquiétude de voir surgir ces débats-là, en fait. Et parce que peut-être que pendant qu'elle était là, on s'octroyait pas le droit de le dire, parce que c'était une vieille personne, parce qu'il y avait cette espèce de respect un peu tacite. Mais peut-être que maintenant... et moi, je trouve ça légitime, en fait, de soulever ces débats-là. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas le faire. Encore une fois, je me sens britannique, mais je pense que c'est important de... Si des gens ont besoin d'exprimer ces choses-là, je ne vois pas pourquoi on leur refuserait. Je voudrais en fait parler de la suite, puisque la suite présage de nombreux débats. Vous avez donc perdu une reine, Meghan et un roi. Charles, qui est donc Charles III, le roi Charles III désormais, a longtemps été malmené par les médias britanniques, et notamment lors de la disparition de sa première femme, la princesse de Galles, Diana. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce roi ? Je serais curieuse de savoir quelle est sa réputation aujourd'hui, et est-ce que les Britanniques, justement, l'attendent un peu au tournant ? Parce que, je sais pas, il a évoqué cette envie un peu de, je sais pas si c'est de réformer, mais en tout cas de moderniser un petit peu la couronne. Sincèrement, je ne sais pas en quoi il va moderniser la couronne, parce qu'il n'y a rien à moderniser, c'est quelque chose d'ultra conservateur. Déjà, il a 73 ans, on n'attend plus rien de lui, et surtout, ce n'est pas sa mère. Non, mais... Alors, du coup, là, j'ai passé un petit moment à critiquer Elisabeth II sans vouloir la critiquer, c'était pas le but, mais l'image qu'elle avait, etc. Mais je veux dire, ce garçon-là, enfin cet homme-là, n'a pas fait grand-chose de sa vie, voire rien. Alors, ok, il s'est occupé d'associations caritatives. Bon, après, c'est quand même un peu la moindre des choses quand on est assis sur une fortune et qu'on fait rien de ça. Puis c'est son rôle de représentant de la société, de le faire, etc. Alors, qu'est-ce qui va moderniser ? Ils ne peuvent pas faire de politique. Ils ne peuvent pas agir. Alors, sauf si, dans quelques mois, au moment de son couronnement, ils décident de prendre en charge les dépenses de cette cérémonie, qui va être certainement peut-être moins fastueuse que les funérailles de sa mère, mais qui va coûter de l'argent aux contribuables aussi. Sauf s'il décide de prendre à sa charge ça, je vois pas en quoi il va révolutionner. Après, c'est quelqu'un qui est connu pour faire beaucoup de gaffes, un peu comme son père. Donc là, il va devoir apprendre, et il l'a lui-même dit, à contrôler ce qu'il dit. Après, au-delà de ce qui s'est passé avec Lady Diana, quand on est dans l'ombre de sa mère, c'est vrai que c'est ou l'ombre de quelqu'un de tout court, c'est très difficile en fait de faire sa place, parce que c'est comme si on reprenait l'entreprise de son papa, de sa maman. Quand on arrive derrière, on va être forcément comparé éternellement à la personne qui nous a précédés. Après, franchement, son règne, il va pas être très long. Après, je lui souhaite pas de décéder maintenant, mais s'il meurt à peu près à l'âge de sa mère, il lui reste 20 ans de règne, et ensuite ça ira tout de suite à son fils, qui aura peut-être une 60aine d'années au moment où il prendra la couronne d'Angleterre. Donc, je crois pas que les gens attendent quoi que ce soit de lui. En plus, il y a eu un incident qui s'est passé pendant ces 10 jours de funérailles, de deuil national. C'est qu'en fait, donc, avant de devenir roi, il était prince donc de Galles, et il avait une résidence à Londres qui s'appelle Clarence House, où il vivait avec son épouse Camilla. Donc là-dedans, il y avait une centaine de personnels qui l'ont aidé à préparer toutes ces funérailles. Une centaine de etc. personnes. Et oui, et c'est pour ça que je dis que ça coûte cher en fait. Un mail a été envoyé à ce personnel en leur disant on est désolé, mais du coup, maintenant que le roi va habiter à Buckingham Palace, on n'a plus besoin de vos services. En plein deuil national, c'est-à-dire pendant ces 10 jours où c'était difficile, et il continuait à travailler en plus pour l'organisation de toutes ces funérailles, de ces déplacements, etc. Donc ça a été très très mal vu dans la société. Alors après, il y a quelqu'un de son équipe qui a expliqué que c'était le protocole, qu'ils étaient en train de travailler pour savoir comment ils pouvaient reclasser ces personnes, etc. Mais rien que ça, quand on veut moderniser une société, on n'agit pas de la sorte. Encore une fois, qui suis-je pour juger, mais je parle d'un point de vue extérieur. Donc, encore une fois, je ne sais pas en quoi il va révolutionner quoi que ce soit. Il a un attachement certain à l'écologie.
C'est vrai que depuis les années 70, il parle beaucoup d'écologie, de l'importance de préserver la planète, etc., etc. Bon, après, quelles sont ses marges de manœuvre auprès du gouvernement britannique pour faire changer les choses ? J'en sais rien. Je suis pas une experte de la royauté, je suis pas une experte de la politique britannique, mais sincèrement, moi, en tant que résidente britannique, j'attends pas grand-chose de lui. Et en tant que prochaine citoyenne britannique, je n'attends pas grand-chose de lui. Non plus, ouais. Voilà, là où il y a vraiment un levier d'action, c'est en votant pour un gouvernement, enfin conservateur ou travailliste, peu importe de quel bord on est. Alors justement, tu disais, on parle souvent de l'impartialité de la couronne. La reine Elisabeth II elle-même, c'est, je crois, une fois peut-être exprimée vraiment, enfin sur et encore. C'est pour le Brexit, avec son. Je crois, ouais. Le fait qu'elle ait porté un chapeau. C'est ça. And the Queen's hat. Oh, yes. Well, now the Queen's hat, you know, I don't know whether this might be coincidental. We're going to have we'll show you the picture and then we can discuss. So this was at the opening of Parliament yesterday. Is that the EU flag? Well, according to Guy Verhofstadt, who is the former Prime Minister of Belgium and a key Europhile. I mean, it is. It does. I really hate to say this, but I mean, what is Her Majesty saying? En fait, à une session, enfin en tout cas une introduction de la nouvelle session parlementaire, elle avait porté alors elle choisissait souvent bien ses tenues, enfin en tout cas, voilà, elle aimait bien les couleurs vives, et ce jour-là, elle avait choisi une tenue bleue et son chapeau avait des petites fleurs jaunes. Donc, rappelant un peu le drapeau européen, etc. Certains disent qu'elle était ultra conservatrice et qu'elle regrettait ce côté impérialiste, enfin l'ancien empire britannique qui avait quand même régné sur une grosse partie du monde, etc., etc. D'autres disent qu'elle était un peu plus moderne que ça et qu'elle était anti-Brexit. Je pense qu'il y a un peu de vérité dans les deux. Je pense que elle était très attachée. Elle avait fait un discours, il me semble, dans les années, enfin en 92, devant le Parlement européen, où elle expliquait son attachement à l'Europe, etc. Donc je pense que quelque part, elle était européenne. Est-ce qu'elle était européenne au point de dire que le Royaume-Uni devait faire partie de l'Union européenne ? J'en sais rien. En tout cas, elle était profondément européenne. Notamment elle qui a vécu la guerre, où elle a vu l'importance de l'union fait la force. Et donc voilà. Après, c'est vrai que ça restera un mystère et qu'on va continuer à fantasmer certainement sur ces prises de position politiques qu'elle devait certainement avoir. Après, je continue à penser vraiment qu'elle était ultra conservatrice et qu'elle aimait les traditions. Je pense qu'elle était quand même de droite et voire voilà, de la bonne droite classique britannique, des Tories, etc. Mais oui, ça restera encore un mystère. Charles, lui, il s'est exprimé à plusieurs reprises au cours des dernières années sur, tu le disais tout à l'heure un petit peu, l'écologie, le réchauffement climatique. On sent qu'il est plus engagé vis-à-vis de ces choses-là. Aussi à l'idée d'avoir une monarchie peut-être un peu plus restreinte. Est-ce que du coup, il va devoir donc se taire ? Est-ce qu'il a le droit en fait encore d'exprimer des positions là-dessus ? Enfin, comment ? Est-ce que c'était une gaffe, du coup, justement, de s'exprimer avant, sachant qu'il était le prochain sur la ligne de succession ? Alors, je pense que comme il savait pas quand est-ce qu'il allait devenir roi, je pense qu'il s'est octroyé cette liberté et il a bien fait, je pense, parce que du coup, c'est vrai que là, aujourd'hui, les gens voient un personnage, il s'est construit aussi un personnage au fil des années, du fait d'avoir attendu très longtemps, 50 ans, pour monter sur le trône, etc. Donc, c'est quand même pas rien, mais après, aujourd'hui, il va devoir se taire. Et il le sait, et il l'a reconnu. Il a dit, il faut que j'arrête, en fait, de parler. Mais je pense que sa force, du coup, c'est, comme il s'exprimait avant, les gens savent quels sont ses attachements, quels sont ses centres d'intérêt, etc. Donc, je pense que à la fois, c'est un petit plus pour lui, et en même temps, maintenant, il va devoir vraiment porter le costume de roi, mais de la manière la plus solide possible et la plus respectueuse possible aussi, parce que être roi, c'est aussi avoir des devoirs, et son devoir, ce sera de se taire et de pas s'exprimer sur la politique qui doit être simplement menée par le gouvernement. C'est dur quand même, au XXIe siècle. Oui, c'est dur, mais bon, après, on vit quand même dans un palace, dans un palais. On peut pas avoir toujours des avantages dans les boulots. Les devoirs viennent avec d'autres perks.
Ouais, exactement. On peut pas avoir tout le temps que des avantages. Il y a des inconvénients dans tous les jobs. Ouais. Après, voilà, c'est peut-être que son fils, du coup, lui prendra le relais sur sa manière de s'exprimer et que ce sera une manière aussi d'exprimer. Donc le prince de Galles, du coup, le nouveau prince de Galles pourra lui s'exprimer d'une certaine manière. Après, c'est vrai qu'on doit reconnaître à Charles le fait que voilà, il a toujours encouragé la diversité. Après, à quelle mesure, comment, parce qu'on peut encourager la diversité, mais bon, après avec un minima, etc., etc. Peut-être que Kate et William seront le symbole, voilà, de cette nouvelle génération de futurs monarques un peu plus ouverts. Mais encore une fois, la monarchie, c'est quand même quelque chose d'ultra conservateur. Donc, je pense que la modernité a ses limites dans la monarchie. Les funérailles ont eu lundi 19. Aujourd'hui, la vie a repris son cours. Les gens ils sont préoccupés par cette hausse du coût de la vie, l'inflation galopante. On va être en récession. Tout le monde s'inquiète un peu du ce monde post-Covid, mais en même temps, on nous annonce une nouvelle vague Covid. Je pense que les gens sont très inquiets en fait pour ça, donc ils n'ont pas vraiment le temps de réfléchir. Je pense que le prochain rendez-vous pour Charles, ça va être surtout son couronnement, qui va intervenir dans quelques mois. On ne sait pas si c'est au printemps 2023, si c'est à l'automne 2023. D'ici là, je pense qu'il va peut-être faire plutôt profil bas, donc il va surtout faire des visites d'État, voir d'autres chefs du monde, pour se présenter, pour faire la tournée officielle, parce que c'est important. Donc on va pas trop l'entendre, et il va pas trop s'exprimer, etc. Jusqu'à son couronnement, où là il y aura vraiment quelque chose de ultra symbolique, parce qu'on va vraiment on va vraiment tourner cette page, parce que là on est encore un peu dans l'irréalité d'avoir perdu la reine Elisabeth II, mais le vrai changement interviendra au jour de son couronnement. Après, là, aujourd'hui, les gens sont tellement focalisés sur qu'est-ce qui va se passer cet hiver avec la guerre en Ukraine, avec les nouvelles positions du gouvernement britannique là-dessus par rapport aux Russes. Donc, je pense que là, c'est vraiment un moment un peu flou qui nous arrive dessus. Encore plus d'incertitude qu'au moment de la Covid, je pense. Et que là, ça va faire un peu 3 ans qu'on est un peu dans ce marasme, où c'est très dur de voir à moyen terme ou à long terme. Donc, je pense que chaque jour suffit sa peine. Ouais. Et autant pour le roi Charles que pour nous. Donc, et pour le peuple britannique, bien évidemment. Donc, on verra. Il y a tant de choses à faire et en même temps, rien d'extraordinaire à attendre. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tout ça, finalement, parce que vu de loin, c'est pas toujours facile, finalement, de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation. Puis c'est intéressant de pouvoir les mettre en parallèle, finalement, avec ta fille, toi, d'immigrée française d'origine marocaine à Londres. Donc, merci beaucoup, Leïla. Mais merci, Anne-Fleur.